Le mot tonneau viendrait de tonne qui au Moyen-Âge ne désignait pas seulement une unité de mesure mais aussi un récipient, qui lui-même viendrait d'un mot qui existe encore dans les langues celtes d'aujourd'hui comme l'irlandais ou le breton, à la racine tun, tuna, qui signifiait un contenant au départ en pot mais qui s'est vite transformé pour décrire le tonneau que nous connaissons. Quant au mot fût, il vient du latin fustis fustis, le bâton, le pieu, sans doute du fait du bois utilisé pour fabriquer les tonneaux, qui viendrait lui-même d'une racine indo-européenne qui voudrait dire frapper, et auquel le mot fustiger serait apparenté. On a donc là deux racines qui illustrent bien une, celle des inventeurs de ce tonneau, et deux, celles qui s'en sont le mieux servis, les Romains. On a déjà vu que le tonneau pouvait contenir un élément subversif, par exemple Diogène. Mais le tonneau craque. D'accord. En littérature, nous aurions pu parler de manga avec par exemple l'arrivée tonitruante de Luffy dans un tonneau, mais ce serait reprendre ce que l'autre présentateur nous a déjà raconté sur le Hobbit. Nous allons parler de littérature française et prendre un seul exemple, c'est Baudelaire. Ok, c'est sans doute Baudelaire. On a déjà vu que le contenant du tonneau peut aussi être subversif. Évidemment si c'est un homme comme Diogène, qu'il n'y a pas que le vin qui soit dans ce fameux contenant. Mais nous pouvons voir dans Baudelaire, grand poète s'il en est, un sonnet, donc un sonnet c'est-à-dire deux quatrains, deux tercets, pour le rappeler, le tonneau de la haine. Je vais le lire. La haine est le tonneau des pales d'Anaïde, la vengeance est perdue aux bras rouges et forts, à beau précipiter dans ces ténèbres vides, de grands seaux pleins du sang et des larmes des morts. Le démon fait des trous, se creusa ses abîmes, par où fuiraient 1000 ans de sueur et d'efforts, quand même elle saurait ranimer ses victimes, et pour les pressurer ressusciter leur corps. La haine est un ivrogne au fond d'une taverne, qui sent toujours la soif naître de la liqueur, et se multiplier comme l'hydre de l'air. Mais les buveurs heureux connaissent leur vainqueur, et la haine est vouée à ce sort lamentable de ne pouvoir jamais s'endormir sous la table. Ici, c'est la métaphore des Danaïdes que nous avons déjà vue qui est reprise. Encore une fois, les poètes comme Baudelaire aiment bien reprendre les anciens mythes pour les compléter à leurs idées. Donc oui, pour lire un poète comme ça, il suffit de faire trembler la voix, c'est pas si dur que ça, et de se bloquer ici, et donc la haine et le tonneau, c'est un peu une chèvre en fait, et la lecture de chèvre, voilà, maintenant vous aurez au moins appris quelque chose si vous n'êtes pas une chèvre. Encore une fois, c'est l'aspect imposant du tonneau, avec des adjectifs comme de grands seaux, plein du sang, mais à cet aspect d'abondance s'oppose le vide. Un objet, même le plus simple, peut toujours être en deux états, ce n'est pas la mécanique quantique qui nous détrompera. Ce poème, je ne vais tenter de vous l'expliquer. D'ailleurs, est-ce que vous saviez qu'on peut dire je ne vais sans avoir l'air simplement pédant, car quand on rajoute le pas, c'est quelque chose qui a été, au fur et à mesure de l'évolution de la langue française, rajouté. En fait, c'était pour aller, par exemple, grand part, je ne vais pas grand part, ce grand part, ou ce grand pas, a été transformé, et en locution qu'on utilise tout le temps. Donc je ne vais pas, ça marche, mais par exemple, je ne chante pas, ça n'a pas beaucoup de sens. Et en vérité, on devrait dire je ne chante. Alors évidemment, c'est ce qu'on n'utilise pas souvent, et comme on articule très peu, ça serait difficile à comprendre. Bref, parenthèse écartée. Je ne vais pas tenter d'expliquer ce poème, je ne pourrais le faire. Mais on peut retenir un aspect intéressant. Après la philosophie, qui, si Diogène fut philosophe, nous permet de nous éloigner des sentiers battus, la littérature, elle, permet de grandes choses. Contrairement à une science dure, elle permet d'avoir un objet dans son ensemble et d'opposer des contraires. Le vide et l'abondance ici se mêlent dans un autre combat entre le bien et le mal. C'est dans des aspects fondamentaux de la littérature occidentale, c'est de toujours constituer une échappatoire pour nos esprits fatigués des choses indubitables. Mais pourtant, le tonneau peut bien garder un seul des esprits, ce n'est pas du tout systématique, mais c'est quelque chose d'intéressant à savoir. Ne partez pas tout de suite amis de la littérature anglaise, car un des ouvrages les plus connus de Jonathan Swift, celui qui écrit Les Voyages de Gulliver, reste Le Conte du tonneau, contenant tout ce que les arts et les sciences ont de plus sublime et de plus mystérieux, avec en bonus quelques autres pièces très curieuses. C'est intitulé aussi mystérieux que les pièces qu'il mentionne, cache en fait
Dans la même veine, mais encore plus acide que notre Voltaire national dans son traité de la tolérance, une pique, une saillie contre tout ce que le fanatisme religieux a de pire. Le texte est aussi remarquable par sa structure. En effet, le conte lui-même, qui raconte l'histoire de trois frères qui ont reçu le legs d'un manteau qui durerait toujours par leur père, succombe aux caprices de la mode en rajoutant des rubans, colifichets et autres atours sur leur manteau, alors considérés comme fort simples, ce que leur père leur avait expressément défendu de faire, sans vous spoiler. De nombreuses, très nombreuses digressions émaillent le texte et nommées comme telles, et qui reprennent la manie de cette époque de placer partout des vraies digressions. En cela, le texte porte aussi une autre critique, celle des nouveaux romanciers de son époque. Je vais vous lire rien que le début. Pour vous montrer la portée non politiquement correcte, je vais seulement vous lire les premières lignes de l'épique dédicatoire à Madame. J'offre ici à votre Altesse le fruit de quelques heures de travail dérobé aux occupations importantes dont ma... Le texte est aussi remarquable par sa structure. En effet, le conte lui-même, qui raconte l'histoire de trois frères qui ont reçu le legs d'un manteau qui durerait toujours par leur père, succombe aux caprices de la mode en rajoutant des rubans, colifichets et autres atours sur leur manteau, alors considérés comme fort simples, ce que leur père leur avait expressément défendu de faire, sans vous spoiler. De nombreuses, très nombreuses digressions émaillent le texte et nommées comme telles, et qui reprennent la manie de cette époque de placer partout des vraies digressions. En cela, le texte porte aussi une autre critique, celle des nouveaux romanciers de son époque. Je vais vous lire rien que le début. Pour vous montrer la portée non politiquement correcte, je vais seulement vous lire les premières lignes de l'épique dédicatoire à Madame. J'offre ici à votre Altesse le fruit de quelques heures de travail dérobé aux occupations importantes dont m'accable un emploi fort éloigné de pareils amusements. C'est la pauvre production d'un temps de rebut qui m'a pesé sur les épaules pendant une longue prorogation du Parlement, une grande stérilité de nouvelles étrangères et une ennuyeuse suite de jours pluvieux. Amusant, n'est-ce pas ? Dans la mythologie grecque, c'est le tonneau des Danaïdes qui nous intéresse le plus. Encore une fois, par le même phénomène que la jarre de Diogène qui est devenue un tonneau, c'était au départ évidemment un récipient autre qu'un tonneau. Donc c'est l'histoire de 50 filles, celle du roi Danaos. Le frère du roi Égyptos qui a pris le contrôle de l'Égypte décide de marier ses 50 fils à ceux du roi Danaos. Évidemment, il y a une entourloupe et ses fils avaient pour ordre de tuer ses filles. Les luttes de pouvoir propres aux Grecs et qui, somme toute, n'ont pas tellement changé. Non, si, quand même. Des luttes de pouvoir propres aux Grecs. Bref, toujours est-il que dans ces 50 filles, s'il y a eu un massacre un peu général dont nous passerons les détails, l'une, Hypermnestre, choisit de rester avec son époux, Lyncée, et d'échapper à cette barbarie. Encore une fois, l'amour est plus fort que la haine. Sauf que, bon, évidemment, son mari décide à son tour de tuer tous ceux qui ont provoqué ce massacre, et au final, Hypermnestre et Lyncée règnent sur Argos. Cette histoire a été développée dans une tétralogie de Phrynikos, dont il ne nous reste aujourd'hui que des échos. Phrynikos, un des plus anciens dramaturges grecs, qui est mentionné dans la Souda. La Souda, un texte byzantin qui regroupe toutes les informations presque qu'il possédait sur les anciens Grecs. Texte très utile donc, texte très utile à tous ceux qui étudient la Grèce antique. Mais aujourd'hui, il nous en reste surtout des fragments, déjà dans l'expression tonneau des Danaïdes qui est utilisée dans plusieurs textes, dont ceux de Platon, et aussi dans l'une des pièces d'Échille, les Suppliantes. Une des seules pièces dont il nous reste aujourd'hui. En effet, le corpus des pièces grecques qui nous a été légué est très faible. L'histoire, c'est qu'après s'être entretuées, ces 50 filles sont condamnées aux enfers à remplir sans fin un tonneau qui par le bas s'est vidé. Donc c'est évidemment le tonneau des pales Danaïdes mentionné par Baudelaire, dont le démon fait des trous, des petits trous partout. Donc cette expression est aujourd'hui utilisée, comme vous le savez sûrement, bien que peu usitée aujourd'hui, pour décrire une action vaine, un peu comme Sisyphe et son rocher. Vous savez, Sisyphe, que nous devons imaginer être heureux selon Jean-Paul Sartre. Donc, je ne sais plus ce que je devais dire. Je crois que c'est tout. Ah oui, il faut que je trouve une conclusion. Encore une fois, dans la mythologie, c'est une idée un peu ambiguë, un peu philosophique qui nous apporte des vérités. Un tonneau que nous devons remplir et qui s'écoule par le bas. Une image peut-être facile, mais pourtant pleine de vérité, de demi-mots,
de demi-mensonges. Le bien et le mal, le vide et le plein, tout cela se complaît à être mêlé. Je ne sais pas ce que je raconte, ça n'a vraiment aucun sens, n'est-ce pas? Bon, s'il faut les retenir une seule chose, c'est qu'il faut se méfier des tonneaux qui ont toujours l'air plus débonnaires qu'ils ne le sont. Un tonneau comme habitat, il est très possible que cela ne vous évoque qu'une seule personne, Diogène le cynique. Vous savez, cet homme aux mœurs étranges et radicales, qui n'avait pour seule possession qu'un drap, une lampe et une jarre, que l'histoire a retenu comme un tonneau. La principale source sur ce personnage, qui était fort bien connu des gens de son temps, nous vient de Diogène Laërce, qui a compilé de nombreuses anecdotes et témoignages sur celui-ci. Vous pouvez le lire et trouver sur internet une suite d'anecdotes très amusantes et intéressantes. Vous connaissez certainement celle où il dit à Alexandre, l'homme le plus puissant de la Terre, d'aller se faire voir. Mais il critiqua aussi beaucoup Platon, et un jour qu'il était dans sa résidence, marchant sur ses tapis, il dit « Je foule aux pieds l'orgueil de Platon ». Mais le philosophe avait de la répartie et lui dit « Tu le foules avec ton propre orgueil. Ah, comme tu le laisses transparaître tout en feignant de le mépriser. » En effet, quand on s'engage, comme Diogène, dans la voie de la radicalité et critiquant tout un chacun, il faut s'attendre à ne pas être à la hauteur de la voie qu'on poursuit. Pourtant, c'est sans aucun doute, dans la littérature qui nous est restée, Diogène, qui est le symbole de ce détachement profond, de cette indépendance la plus profonde de l'humanité. Par une philosophie qui est toutefois différente de celle des stoïciens, comme Pictète qui se laisse casser la jambe avec une profonde morgue et indifférence, Diogène le chien, mot qui a donné cynique en grec, s'octroyait le droit de critiquer tout le monde. Il avait la langue acérée et beaucoup des Athéniens étaient blessés de ses piques, mais pourtant ils étaient pris d'affection pour lui. Il était devenu un symbole, et même une statue fut érigée pour lui. D'ailleurs, une autre anecdote raconte que son tonneau, en vérité sa jarre, fut brisé par un jeune délinquant athénien. Le peuple d'Athènes se réunit pour fesser le jeune sacripant et l'obligea à repayer le domicile de Diogène. Par exemple, dans une autre anecdote, il se débarrasse de sa vaisselle en voyant un enfant boire directement sans aucun intermédiaire comme un bol ou une tasse à la rivière. Il décida lui aussi de laver directement l'eau. Mais on peut quand même remarquer qu'il eut toujours son tonneau ou sa jarre comme habitant. Serait-ce l'objet le plus indispensable aux humains? N'allons pas jusque-là. Cependant, les tableaux de la Renaissance à aujourd'hui, on le représente toujours dans une de ces barriques. C'est très sûrement une inexactitude et les textes athéniens ne font jamais mention de tonneau, et plutôt d'un mot qui signifie récipient et pourrait très bien être une jarre. Et il est sûrement. Ce personnage montre bien l'ambiguïté de la recherche de l'absolu, d'une voie radicale parmi tant d'autres. C'est, selon Platon, un Socrate devenu fou. Il a d'ailleurs créé école. On utilise encore le mot cynique aujourd'hui pour désigner des gens dont l'attitude se rapproche par quelques points à celle de Diogène. Nous aurions pu parler de sa contenance, d'un volume à calculer, mais c'eût été fastidieux. Alors cette partie science sera quand même assez pauvre. J'avais tenté des expériences, mais elles ne furent guère concluantes. Et donc, ce sera pour une prochaine fois que nous aurons d'excitants montages à faire ces choix. Mais en l'occurrence, nous allons parler seulement de la théorie du crève-tonneau. Le crève-tonneau, c'est très simple. Pour une fois, c'est une expérience dont le nom veut dire quelque chose. Vous prenez un tonneau, dessus vous mettez un tuyau, un peu comme j'ai essayé de faire là. Vous prenez un tonneau avec dessus un tuyau qui communique, rempli d'eau, et la pression s'exerçant plus fortement vers le bas, plus la hauteur de cette colonne d'eau, donc, quelle qu'en soit sa largeur, comme c'est expliqué dans une vidéo ici, je ne vais pas l'expliquer, et je ne saurais pas le faire aussi bien. Au bout d'un moment, le tonneau, qu'est-ce qu'il fait? Bam! Et oui, Jamie, ça éclate! Et à partir du moment où ça éclate, voilà, on a reversé de l'eau, on est content. Et Pascal a calculé la longueur, et d'ailleurs, la tête de l'expérience, en vrai, elle marcha. D'ailleurs, un autre objet qui fonctionne grâce à la pression et sans exploser, c'est le baromètre. Voilà. C'est tout pour cette partie science. Donc, qu'est-ce que cela nous raconte sur le tonneau? Encore une fois, c'est un objet très solide, et qui a fait ses preuves, et donc est un exemple de choix, quand
on va faire exploser quelque chose. Donc si vous voulez montrer à quelqu'un la puissance d'une force de la nature, ne montrez-lui pas sur de la mousse mais sur de la pierre. Voilà, c'était nul. Alors, posons les bases de ce qui va être la partie musique. Je n'ai jamais écrit de musique. C'est la première que j'essaie, que je tente. Ma formation musicale est très faible, j'ai fait 1 an de piano, je connais les bases du solfège et je vais tenter du coup d'à chaque fois partir de zéro de ce que j'ai appris. J'ai une assez mauvaise oreille, je ne suis certainement pas bon musicien. J'ai à ma disposition, car je suis assez chanceux il est vrai, une guitare, un piano et diverses flûtes, à bec, pas cher. Évidemment tout le monde n'a pas cela. Le piano est certes bien pratique pour retrouver des mélodies à l'oreille, ce que je n'arrive pas bien d'ailleurs. Mais bon, une fois cette introduction sur mes plus que douteuses compétences passées, nous allons pouvoir voir que n'importe qui peut écrire une chanson, sur n'importe quelle sorte de musique. Alors la méthodologie que j'ai choisie, si on peut parler de méthodologie, car j'avais dans l'idée de faire une copie de Chant de marin. Pour aller avec le tonneau, quoi de mieux qu'une chanson comme ça de piano, 18 nœuds, 400 tonneaux, c'est en tout cas ce que cela m'évoquait. J'ai réussi à me procurer ce livre, Chant de marin. J'ai donc regardé dedans les différentes partitions, car évidemment si on veut analyser un genre de musique, il faut prendre plusieurs exemples et en relever les différentes caractéristiques. D'abord, si nous étudions simplement la gamme qu'elle utilise, nous voyons souvent ou du do majeur. Ensuite, la mélodie est rarement compliquée. Souvent, les notes sont assez proches et se répètent. En effet, les chants de marins sont avant tout des chants de travail, ou en tout cas des chants que l'on produit lors d'un effort, et il est difficile de faire des vocalises d'opéra sur ces airs. De plus, dans les accords de notes, j'ai noté, je ne sais pas si c'est véritablement particulier, mais beaucoup de quintes descendantes ou ascendantes. Donc ici, nous reprendrons 3 études de quinte, et j'imagine celle qui nous est le plus rapidement accessible dans notre culture. Nous allons montrer, maintenant je vais vous montrer comment j'ai écrit ou tenté d'écrire cette musique. Alors maintenant pour utiliser la guitare, bon, ça sera chanter plus de la guitare, on va essayer de trouver des accords qui vont bien avec la mélodie. Alors pour l'instant j'ai pas de meilleure technique que la plus simple, c'est-à-dire essayer les accords qu'on connaît à la guitare et voir s'ils sonnent plus ou moins bien. Donc oui, c'est une méthode assez approximative, mais on fera la prochaine vidéo, on utilisera des vraies règles. Donc par exemple, là on a notre mélodie qui fait... Donc on va essayer que des accords de base. Donc si vous avez jamais fait de guitare, ils disent souvent, les guitaristes, qu'il y a 4 accords magiques. Donc le mi mineur, qui est très simple, le la mineur, et les autres je sais pas c'est quoi, mais j'imagine que c'est le do et le ré. On utilisera aussi le sol et le e majeur. Voilà. Donc si vous savez pas les faire, ça s'apprend pas très vite. Ce qui est dur c'est de les enchaîner, enfin ce qui est dur pour les non-guitaristes. Donc par exemple, là pour le tin, on a qu'à essayer genre avec par exemple commencer par le ré. Et on voit que ça sonne plutôt bien. Après ça peut peut-être sonner avec d'autres accords, je sais pas. Là on est obligé de baisser la voix. Si on change la voix quand on fait ça, c'est que cet accord ne va pas forcément bien. Enfin en tout cas c'est ma technique, bien avec cette mélodie. Donc on fait ça pour tous les accords. Donc moi j'ai déjà marqué quelques accords au pif. Ensuite on a qu'à reprendre la rythmique de Santillano. Un coup vers le bas, un coup vers le haut, un coup vers le bas, et encore un coup vers le bas. Donc ça fait... Par exemple, le premier coup qu'on frappe, c'est juste pour la première fois. Après, quand on change d'accord, on peut le refaire, donc, par exemple. Donc on peut le jouer avec plus pas genre. Voilà, donc ça c'était un exemple pour la guitare. Après, ce qui est assez dur, parce que moi je n'arrive pas du tout, n'étant pas vraiment musicien, c'est de placer bien le rythme par rapport à ce qu'on chante et de coordonner la voix à la musique. Donc on va essayer maintenant qu'on a tous les éléments. Alors ensuite, on a un troisième instrument, c'est la flûte irlandaise. Donc la flûte irlandaise, c'est quand même pas compliqué, il suffit de souffler pas trop fort
pour pas avoir un son trop dégueulasse, et pas trop faible pour pas avoir un son trop dégueulasse. Bon, c'est une flûte qui coûte franchement 10 euros, c'est du plastoc, donc c'est peut-être pas le meilleur son du monde, mais bon. Alors ça, on commence, vu que c'est une flûte en sol majeur, donc exactement comme nous, sol majeur on l'a déjà dit, donc c'est ces notes-là. Donc sol majeur c'est ces notes-là. Non, donc c'est pas une flûte en sol majeur, c'est une flûte en ré majeur, c'est-à-dire que ça fait... Et comme de toute façon nous on n'a pas de do, c'est pas grave s'il y a un do dièse sur cette flûte, vu qu'on commence par le ré. Donc ça veut dire que c'est très simple. Là c'est un ré, là c'est un mi, là c'est un fa dièse, là c'est un sol, là c'est un la, là c'est un si, là c'est un do quand on relâche tout, là quand on fait tout sauf le dernier c'est un ré, et après c'est pareil mais en soufflant très fort pour monter une octave. Donc voilà. Donc par exemple, si on veut faire notre mélodie, ça fera... Voilà. On a tous nos instruments, maintenant il suffit de mettre tout ensemble. Alors on va utiliser ce que j'ai écrit ici en imitant une chanson de marin du coup, en essayant. Donc j'avais filmé le processus d'écriture, mais j'ai écrasé les fichiers, ça arrive. Donc voilà, vous aurez ça. Maintenant que dans la partie pratique, on a vu que pour mettre des notes à la suite, il fallait mettre des notes à la suite. Dans cette partie, je vais prouver que même si on n'a pas de talent, on n'a pas d'expérience, on peut peut-être pas faire tout de suite la bonne musique, mais on peut bien s'amuser. Tout seul, dans une cave. En best-of, d'autres façons de faire la musique, avec par exemple l'alternance de je fais ça une fois, je fais 3 cordes, je fais ça, hop, 3 cordes, on y va. En partant de Bordeaux, allez gars. Ou alors, la version tout grattée. En partant de Bordeaux, la boisson homonyme. Alors on peut faire aussi l'improvisade, c'est-à-dire chanter n'importe quoi. Chanter les paroles qu'on écrit, ça fait une basse, et sur n'importe quel air. En partant de Bordeaux, à l'égard d'un calme, de outre calibre, la boisson homonyme, la boisson homonyme. En partant de Bordeaux, l'hymne, la boisson homonyme. En partant de Bordeaux, on a en partant de Bordeaux, on a en calme. En partant de Bordeaux, on a en cale, de où, 3 calibres, la boisson homonyme. En partant de Bordeaux, partant de Bordeaux, en partant de Bordeaux, on a un cale de où. Alors, avec la première, je sais pas si on peut vraiment qualifier ça de musique, mais les premières paroles associées à soi-disant des notes, on peut remarquer déjà que c'est cool, franchement je m'amuse bien. Et on peut vraiment faire ce qu'on veut à partir de contraintes en fait. C'est exactement le même principe que l'Olipo. Une fois qu'on a des paroles, c'est beaucoup plus simple de faire un peu ce qu'on veut. Bon, c'est peut-être pas fameux à l'improvisade, et sans savoir faire de musique, enfin, est-ce qu'on peut... Bref. Sans savoir faire de musique, on peut s'amuser, et voilà. C'est ce que je conseille, c'est de ne pas avoir peur du ridicule, je n'ai pas peur du ridicule, et de s'amuser sur En partant de Bordeaux, en partant de Bordeaux. Si on est dans la dèche et qu'on sait vraiment faire que un accord ou deux, au pire, avec la musique, vous faites juste, par exemple ça, c'est pas dur. Alors juste... On y va, et par exemple on va faire ça avec par exemple le La mineur qui est super facile, et le Mi mineur. Ça fait En partant de Bordeaux. Oula, faut bien taper aussi. En partant de Bordeaux, là on change d'accord. Allez gars, on revient de Outre-Calim, la boisson homonyme. Pam pa 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 pam pa 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 pam 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 pa pa pam pam.
pam 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 pam.